Quel titre de chanson résumerait ta vie ? As-tu une cicatrice qui a une histoire particulière ? Quelle est la célébrité que tu aurais aimé rencontrer ? Quel serait le voyage de tes rêves ? Est-ce que tu as déjà dû faire un choix qui a totalement changé ta vie ? À quelle chose imaginaire croyais-tu quand tu étais enfant ? Aléatoire, c'est le podcast qui laisse le choix au hasard et où personne ne sait quelle sera la prochaine question. Dans chaque épisode, j'échange avec une personne, qu'elle soit artiste, humoriste, militante ou homologue du monde du podcast, qu'elle soit déjà célèbre ou qu'elle gagne à être connue, en lui posant 20 questions piochées au hasard. Je suis Jacques et vous écoutez Aléatoire. On est parti. Bonjour à toutes, chers auditeurs et auditrices d'Aléatoire. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Roka. Salut Roka. Salut Jacques. J'ai pas l'habitude qu'on me fasse des réponses aussi radiophoniques. Pardon. On dirait qu'on anime l'émission ensemble. Non, mais c'est très bien. Merci d'avoir accepté mon invitation, de m'accueillir chez toi et en plus de ça de m'avoir servi un petit déjeuner, ma foi, assez exceptionnel. Je pense qu'il y a du niveau pour les personnes qui passeront après toi. Alors Roka, t'es avant tout, t'es essentiellement illustratrice. Oui. Également oui. tatoueuse. Je tatoue aussi mes dessins, ouais. Et tu as sorti en 2022 et en 2023 deux livres jeunesse. Donc je te propose qu'on commence par parler de cette activité, de ton parcours. Comment tu as commencé à dessiner ? J'imagine que c'était enfant, comme la plupart des gens qui commencent à dessiner. Oui, c'est ça. Comme tout, je pense, tous les gens qui dessinent, j'ai toujours dessiné quand j'étais petite. Juste, j'ai jamais arrêté et j'ai décidé d'en faire mes études, puis mon travail. D'accord. Et du coup, ton parcours d'études, c'était, t'as fait quelle école ? T'as commencé juste après le bac ou même avant, t'étais dans des filières spécialisées ? J'ai fait un bac art plastique, classique. Et après, j'ai fait une école d'art appliqué à Paris qui s'appelle l'école Estienne, qui est un petit peu connue. C'est une école autour des métiers du livre. T'as des sections comme la reliure, gravure, etc. Moi, j'ai étudié, alors rien à voir avec l'illustration, j'ai fait de la typographie. Ok. J'ai dessiné des alphabets pendant 2 ans. C'était long. C'était un peu long de dessiner des lettres. C'était super intéressant. Mais vraiment, moi, ce qui m'intéressait, c'était ce qui commençait à se passer dans mes carnets de croquis, quoi. Le dessin, pour moi. Et pourquoi t'avais choisi la typographie ? Parce que ça m'intéressait beaucoup, ça me plaisait beaucoup, quoi. Mais il y a des choses qui te plaisent et en fait quand tu les fais, tu te rends compte que ça va être long si tu décides que c'est ton travail. Ok, ouais. Et t'es resté combien de temps à l'école Estienne ? J'ai fait 3 ans. Il y avait une année de mise à niveau parce que j'avais pas le bac art appliqué. Et après, à l'époque, c'était des DMA et maintenant, ils ont fait une diplôme de métier d'art. Et maintenant, je crois que c'est en 3 ans et que c'est un DMAD. Ok, bon, je sais pas trop. Ils ont changé c'est le moment où tu te sens vieux. Ils ont changé le nom de mon diplôme. C'est un peu différent. Voilà. Et donc, comment t'as commencé ton activité une fois que t'as eu ton diplôme ? Alors, quand j'ai eu mon diplôme, donc c'était un niveau BTS, on va dire. Moi, je voulais avoir un niveau Bac plus 3. Ok. Donc, j'ai enchaîné avec une licence pro qui était un petit peu plus généraliste, où c'était à la fois tout ce qui était quand même design, on va dire, de logo, mise en page, etc., que j'avais déjà un peu vu à Estienne. Et il y avait aussi toute une partie web design, de code qui me semblait hyper chouette. Pareil, en 1 an, c'est très court pour apprendre pour appréhender tout ça. Et ce qui me plaisait beaucoup, c'est que là, c'était une année en alternance parce que je commençais à en avoir un petit peu marre de l'école. Ouais. Donc, j'ai fait une année en alternance. La boîte dans laquelle j'étais m'avait tout de suite dit qu'ils m'embaucheraient pas à la fin de l'année. Je trouvais ça merveilleux parce que je savais que j'aurais droit à 1 an de chômage derrière et que ça serait une super occasion pour moi me mettre à mon compte et commencer vraiment à faire du dessin. Ok, donc tu as directement commencé à ton compte après l'alternance et après les études. Ok. Ça n'a pas bien marché, évidemment. Je pense que j'ai été trop jeune et je me rendais pas compte du tout de
de tout ce que ça implique d'être à son compte, quoi, de savoir faire ta comptabilité, trouver ton statut. Bien sûr, t'as quand même des cours à l'école, mais dans leurs cours, tu fais des devis à 10 000 tout de suite. Tu fais jamais des devis à 10 000 quand tu commences. 2 mois après avoir arrêté l'école, quoi. Tu sais même pas combien facturer un dessin, en fait. Oui. Donc, puis tu sais même pas à qui le facturer, puisque personne sait que t'existes et personne te contacte. Bien sûr, ouais. Donc ouais, au début, j'ai fait des petites expos dans des boutiques, dans des bars, des affiches, des dessins avec Retard. Justement, Retard Magazine, on en reparlera peut-être après, mais qui m'a fait travailler régulièrement sur des dessins. Et puis, au bout d'un moment, le chômage s'est arrêté et j'ai quand même pas mal enchaîné des périodes de boulot alimentaire, puis de chômage, avec toujours mon activité à côté. Et là, je suis à mon compte, depuis juste avant le Covid. Donc vraiment, j'ai eu le nez creux. Effectivement, le bon moment. Voilà. Et les boulots alimentaires, c'était des trucs liés quand même à ton activité d'illustratrice ou de graphiste, ou même pas forcément. Tout. Ok, non. Très bien. Et alors en parallèle, c'est quand même extrêmement lié. Tu tatoues. Ouais. Et également, t'es tatoueuse. Ça t'est venu pendant tes études ou un peu après? Qu'est-ce qui t'a donné envie de te le mettre au tatouage et de marquer tes dessins sur la peau des gens? Alors, c'est toujours un truc qui m'a intéressée. Le tatouage, ça m'a toujours un petit peu fascinée. Je me rappelle qu'en entrant à l'école, les entretiens pour justement pour être en typo, j'avais déjà parlé du tatouage. Qui avait un peu fait rire le jury, parce qu'à l'époque, c'était pas aussi on en parlait moins, quoi. Il y avait vraiment juste quelques vieux magazines sur le tatou qui étaient très des femmes à poil sur des motos, oui, je vois. des mecs avec des bagues en tête de mort. Hein. Bon, j'ai rien contre tout ça, mais c'était quand même un peu daté. Ouais, très culture biker. Voilà, c'est ça, très biker, très tatouage old school ou japonais. Ouais, ou lettrage chicano. C'est ça, ouais. Vraiment, il y avait tous les clichés reliés au tatou, c'était ça, quoi. C'est la prison, le rock, les yakuza, donc voilà, quoi. Et un jour, j'ai ma meilleure amie à qui on a offert une machine à tatouer. Ok. Parce qu'elle avait des potes qui voulaient se faire tatouer ses dessins et lui avait dit non, on veut pas aller chez un tatoueur, on veut que ça soit toi qui nous fasse les tatous. Donc regarde, on t'a acheté une machine et puis maintenant tu te débrouilles. Et j'étais à côté d'elle quand elle a reçu la machine et c'était un peu Noël, quoi. Ouais. J'ai regardé ça en étant très jalouse, tu vois, comme quand t'as ta cousine qui a un Furby et toi tu l'as pas eu. Et vraiment, et vraiment j'étais là, ah waouh, ça a l'air c'est bien. chouette, je peux la toucher, je peux essayer aussi. j'étais jalouse. Non, j'avais très envie aussi de. Ouais, bien sûr. Ça a vraiment réveillé mon envie et ma curiosité pour ça, donc après, je m'en suis acheté une, peu de temps après, et on a appris toutes les deux, comme ça, un peu en parallèle, sur le tas, complètement autodidacte. Ouais. Sur des oranges. Sur des oranges, sur de la peau de cochon. Ouais. Un peu sur nous, beaucoup sur les copains cobayes après, qui étaient motivés et tout, mais on savait pas trop ce qu'on faisait au début, quoi. Et tu te souviens de du premier tatouage que t'as fait? Sur moi? Ou sur toi, la première fois que t'as pas tatoué une orange ou de la peau de cochon, mais une personne qui allait le porter. Alors, le tout premier tatou que j'ai fait sur quelqu'un, c'était sur un copain à moi qui s'appelle Maxime et qui était tellement détendu, alors que moi, vraiment, je suais à grosses gouttes. J'étais là, t'es sûr, ça va? Là, t'as pas mal. Ok, on le fait, ça y est. Et écoute, le tatou est même pas si terrible que ça. Le tatou est même pas si terrible. Donc, les astres étaient alignés ce jour-là, ouais. Et maintenant, ça fait combien de temps que tu tatoues? Écoute, je crois que ça doit bien faire 7 ans. Ok. Ouais, 7-8 ans. 7 ans, ouais. Et t'es donc en résidence dans un salon Je suis chez Foutu pour Foutu, qui a le meilleur nom de salon de toute l'île de France, on peut le dire, depuis 3 ans. Ok. Très bien. Et c'est eux qui sont venus te chercher, ou c'est toi qui cherchais une place Alors, je connaissais déjà une partie de l'équipe, parce que Foutu pour Foutu
avant, c'était la majeure partie de l'équipe était dans un salon qui s'appelait la Menuiserie, qui était dans le 17e. Et voilà, ils devaient changer de local et changer un petit peu d'équipe. Moi, je les connaissais déjà, donc ils m'ont proposé d'intégrer l'équipe. Et puis, ça s'est fait comme ça, naturellement. D'accord. Voilà. Très bien. Alors, tu l'as mentionné un peu avant, on va en parler un peu plus en profondeur. Tu as donc fait partie de l'équipe de Feu Retard, que moi j'ai toujours eu tendance à prononcer Retard, parce que... C'est plus cool en anglais. Hein, mais... c'est plus cool. Et en fait, j'avais vu un post que vous aviez fait, mais je crois qu'on en avait déjà discuté en off, parce qu'on l'a pas dit, mais on se connaît depuis quelques années maintenant, on s'est croisés à quelques occasions, parce qu'on a des amis en commun. Mais donc, un post de Retard qui... rendait hommage à Jay Retard, et donc je m'étais dit mais donc le nom est lié à Jay Retard, donc ça se dit Retard, mais non, ça se disait Retard. Ouais, tout est possible. Après, nous on a toujours dit Retard, mais c'est vrai que Jay Retard faisait partie des idoles et des influences pour la création de Retard Magazine, mais sinon non, c'est quand même plus à la française. C'est quand même plus à la française. Et donc c'était un webzine culturel, on va dire. T'as fait partie vraiment de l'équipe de création ou tu l'as rejointe après ? Alors j'étais pas là pour la création, mais je l'ai intégrée assez tôt. J'ai fait partie des premiers contributeurs, dans les premières en tout cas, contributrices, on va dire, qui n'étaient pas du noyau dur de création. Et c'était quoi, du coup, la ligne éditoriale et l'axe, la direction artistique, comme diraient certains aujourd'hui ? C'était super libre. C'était vraiment... c'était de se faire plaisir, de rire. Il y avait vraiment un truc hyper participatif où n'importe qui pouvait nous envoyer un papier, en fait, sur n'importe quoi. Et du moment que c'était bien écrit, que c'était drôle... nous, on l'intégrait, quoi. C'est-à-dire on corrigeait s'il y avait des petites fautes, évidemment, d'orthographe, voilà. Et après, on le faisait illustrer, donc soit moi, soit Anna Vandagoguzé, qui, elle, était vraiment notre chef éditorial. La red chef. Directrice artistique, voilà. C'est plutôt ça le terme que je cherchais. Donc, soit c'était elle, soit c'était moi, soit c'était... au fil du temps, on a bossé avec énormément d'illustrateurs, d'illustratrices. Et voilà, chaque papier était illustré par une de ces personnes. Ok, d'accord. Et donc, toi, tu ne faisais que de l'illustration ? Enfin, t'écrivais pas de papier ou ça t'est arrivé quand même Ça m'est arrivé d'écrire des papiers qui sont teintés qui sont des histoires de honte. Voilà, qui sont vraiment des histoires de grosses looses. Mais parce que Internet était un peu comme ça à l'époque, quoi. C'était la grosse époque de Vice Magazine. On a eu pas mal de partenariats avec eux, voilà. Donc c'était vraiment Internet du LOL, quoi. Oui, ok. À la fois, on avait des articles comme ça, on avait aussi des articles presque de philo. Enfin, il y avait vraiment un peu de tout. Il y avait aussi des fictions très courtes. Ok. Il y a eu un gros tournant avec MeToo, où là, on s'est mis à vraiment... recevoir beaucoup de témoignages assez durs, de récits, soit de viol, soit d'abus, soit de... Enfin, voilà, des textes qu'on recevait pas du tout avant. Et nous, on a été très touchés à ce moment-là que les gens aient assez confiance, tu vois, pour nous confier des choses intimes comme ça. Parce qu'en fait, l'équipe a toujours été constituée que de femmes. Mais à la base, on se définissait pas du tout comme féministe. Ok, d'accord. C'était pas, c'était là sans être mentionné, si tu veux. On disait juste, on n'est pas girly, on n'est pas, on rentre pas, si tu veux, dans l'idée que t'as du cliché d'une femme, mais c'était pas écrit. Bonjour, nous sommes un collectif féministe. Parce qu'en fait, c'est des questions qu'on abordait beaucoup moins il y a 10 ans, voilà. Et puis, en fait, de fil en aiguille, comme on n'était que des nanas qui faisions ça, qu'après aussi, on s'est mis à pas mal organiser des expos avec toutes les personnes qui ont contribué, qui ont fait des dessins, qui ont fait des photos, qui sont que des gens super talentueux.
On a fait ça, on a organisé des concerts, on a organisé beaucoup d'événementiels, on a organisé un peu n'importe quoi et tout. Hein. On a fait du karaoké. Oui, je crois me souvenir avoir été présent à un karaoké. Beaucoup de karaoké, voilà, des faux mariages. Enfin, on a vraiment eu la chance de pouvoir faire beaucoup de choses. Et petit à petit, voilà, de fil en aiguille, on est devenu un collectif féministe. Quoi. Ok. Mais c'est vachement intéressant ce que tu me dis, parce que je sais pas si tu vas être d'accord avec le parallèle que je vais faire, mais ce que tu viens de me dire vient de me faire me poser une question, genre est-ce que c'est pas MeToo qui, pour le meilleur évidemment, a tué l'internet du LOL? J'ai l'impression qu'il y a parce que j'avais jamais c'est vrai qu'effectivement il y a 7-8 ans internet c'était vraiment beaucoup de l'internet du LOL. C'était méchant partout. aussi, enfin, tu vois, il y avait vraiment un humour méchant de moquerie, quoi, oui, tu vois, qui était complètement un truc de, vraiment de vieil ado, quoi, tu vois, auquel, moi aussi, tu vois, j'ai évidemment dû participer à un moment donné, tu vois, mais parce qu'on se rendait pas du tout compte, et je parle pas de harcèlement, de Ligue du LOL, d'autres choses qui ont pu malheureusement découler de ça, mais c'est sûr qu'il y a eu un avant et un après MeToo dans Internet. Et tant mieux. Oui, et tant mieux, mais c'est vrai que je pense que la génération actuelle sur les réseaux et tout, s'ils voyaient nos posts Facebook ou les statuts Twitter de, je sais pas, il y a 12 ans, ils câbleraient totalement, quoi. Et alors, donc tu viens de dire que Retard s'était peu à peu mu en collectif féministe. Ce qui m'amène donc à une autre facette, à une autre chose que tu as créée, qui sont Comme nous brûlons, qui était donc un collectif à la base. C'est un festival ou c'est d'abord un collectif ou c'est d'abord le festival? Les deux sont venus ensemble en fait, parce que, alors c'est né de la fusion de plein de collectifs en fait. Ouais, ok. Et on a décidé de tout de suite se lancer dans faire un festival. D'accord. Ce qui était une belle ambition. Qui s'est très bien passé et tout. Ça a été une expérience incroyable, justement, de cette première réunion où on se rencontre toutes. T'as, je sais pas moi, une 15-20 de personnes dans une pièce qui disent « Ok, ça c'est notre collectif, nous on fait ça, nous on a déjà organisé ça, vous qu'est-ce que vous faites ?» Nous on est un webzine, moi je fais du dessin, Anna fait du dessin aussi, où chacune en gros on expliquait notre parcours, ce qu'on avait fait, nos envies, et c'était d'une puissance incroyable de se rendre compte qu'en fait, là, si on voulait, on pouvait tout faire. Ouais. On avait des personnes qui pouvaient gérer la partie ingé son, la partie un peu programmation. On s'est rendu compte qu'on avait toutes les cartes en main pour faire quelque chose sans forcément passer par des mecs, ou en tout cas en ayant ou en tout cas en sachant que les mecs qui interviendraient seraient juste pour nous soutenir. Et voilà, mais le festival a été 100% géré par des nanas, quoi. Ok. Donc il y avait quel autre collectif dans ceux qui donc Retard, j'imagine. Ouais, il y avait Retard. Ceux qui l'ont fondé. Là, je vais être très nulle. Car je n'ai rien en tête. Je sais plus. D'accord. Je sais plus et j'ai honte. Pas de souci. Du coup, vous avez fait une première édition en 2017, si je dis pas de bêtises. Ensuite en 2018 et en 2019. Ouais. Et en gros, c'était un festival pluridisciplinaire parce qu'il y avait une grosse partie musicale, mais il y avait aussi des performances, il me semble, des conférences et tout. Comment vous l'avez construit en fait? Et comment ça a évolué d'une édition à l'autre? On l'a vraiment construit tout ensemble, c'est-à-dire que on a fait les sélections. C'était vraiment collégial, quoi. Fallait que tout le monde soit d'accord. S'il y avait un veto, on prenait pas tel ou tel artiste. Okay. Et après, on s'est répartis par pôle. Ok, d'accord. Pôle musique, pôle, on va dire, artistique, exposition, pôle performance, pôle cinéma, qui gère les bénévoles, voilà. Très bien.
Et alors, donc on l'a dit en off, toi tu ne fais plus partie de Comme nous brûlons aujourd'hui, mais Comme nous brûlons continue. Et alors ça, pour le coup, je l'ignorais parce que j'avoue que j'entendais parler que du festival. Ça continue sous quelle forme ? Alors, effectivement, le festival à la station qu'on a organisé 3 années de suite n'existe plus, mais il existe. Comme nous brûlons continue sous forme d'autres événements dans d'autres villes. Je sais qu'il y a eu pas mal d'événements à Marseille. Ok. Donc ou alors c'est pas mal aussi de co-organisation avec d'autres collectifs dans d'autres villes. Voilà. Ok, très bien. Et enfin, dernier, on va revenir à l'illustration parce que donc récemment, donc l'année dernière et cette année, tu as sorti 2 livres. Donc Opération Bye Bye Béton et l'année dernière et Tête Blanche cette année, que tu as fait en collaboration avec une autre ou 2 autres autrices ? Avec 2 autrices, deux autrices. Comment s'est passée cette collaboration ? Est-ce que c'est des rencontres et vous vous êtes dit ensemble on fait quelque chose, ou est-ce que c'est les autrices qui avaient une histoire et qui cherchaient une illustratrice qui sont venues te voir et vous avez travaillé ensemble ? Et un peu les deux. Ok. Un peu les deux. Le premier, Opération Bye Bye Béton, ça s'est fait avec Ophélie, Ta Mère Nature, qui justement était en retard aussi. D'accord. Qui avait déjà sorti une BD avec un ami à elle, Cookie Calcaire, là, qui avait illustré, qui avait fait les illustrations. C'était autour de la guérilla urbaine. Voilà. Et en fait, là où on a eu beaucoup de chance, c'est que c'est l'éditrice qui est venue chercher Ophélie, qui a dit écoute, j'aimerais bien qu'on fasse un truc ensemble. Ophélie avait bien envie de faire un livre pour enfants et elle avait bien envie que ce soit moi qui fasse les dessins. Donc ça s'est fait hyper naturellement comme ça, quoi. Et ensuite pour Tête Blanche. Et pour Tête Blanche, c'est l'autrice qui m'a directement contactée, qui m'a dit, c'était un super mail, qui m'a dit écoute, salut Roca, j'adore ton boulot depuis des années. Je travaille dans une maison d'édition jeunesse. J'ai écrit mon premier texte jeunesse et j'aimerais que ça soit toi qui l'illustre. Est-ce que t'es partante ? Voilà. Très cool. Et effectivement, t'as un côté genre dernière question qui est un peu général, mais quelles ont été tes influences pour l'illustration ? Parce que t'as un côté qui est à la fois très coloré, très alors j'aime pas forcément ce terme, mais un peu enfantin, et effectivement, tu travailles dans l'illustration jeunesse, mais en même temps avec un sous-texte politique derrière qui est assez fort. On en parlait, tu glisses des petits easter eggs pour personnes, pour terroristes intellectuels un peu partout. Mais ouais, qu'est-ce qui t'a inspiré ? Quels sont les artistes dont tu t'es inspiré pour créer ton propre style ? C'est dur à résumer parce qu'il y en a beaucoup à citer. Moi, j'ai beaucoup quand même grandi devant la télé, donc il y a tout ce qui est tout l'univers Tex Avery, cartoon, m'a beaucoup influencé. Et après, vraiment, je pense que je vais répondre un peu comme tout le monde, quoi. Je puise mon inspiration dans la vie de tous les jours, dans la musique, la musique, la pop culture. Après, il y a plein de thèmes qui m'intéressent, qui ressortent pas forcément dans ce que je fais. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est l'astrologie, le tarot, toutes les symboliques comme ça, j'aime beaucoup. J'aime énormément toute l'esthétique des années 70. Ouais, ok. Les formes très rondes, très colorées. Tout ce qui est, tu sais, l'album des Beatles, le Yellow Submarine, tout ça, là, ça, c'est vraiment des thèmes colorés qui me parlent à fond. Après, en illustrateur jeunesse, j'aime beaucoup Richard Scarry, qui est un illustrateur anglo-saxon. Je ne sais pas s'il est américain ou anglais. Et voilà, ouais, en gros, c'est pas mal soit de souvenirs d'enfance, de mois de livres que j'ai bien aimés, ou de dessins animés que j'ai rencontrés quand j'étais petite, quoi. Du coup, est-ce que tu aurais en tête des livres d'enfance qui t'auraient particulièrement marqué ? J'ai un livre que j'ai ici qui s'appelle Magnum Mouse, qui est très cute. En fait, mes parents sont profs d'anglais, donc j'ai beaucoup de livres qui étaient en anglais. Et les dessins sont adorables. C'est l'histoire d'une famille de chats qui se fait qu'est-ce qui se passe ? Ils se font
Ils se font cambrioler par un méchant chat noir. Et en parallèle, il y a une énorme famille de souris qui est chez eux dans leur cuisine. Et il se trouve que la grosse famille de souris poursuit le chat noir et réussit à arrêter le voleur. Et à la fin, ils font un super banquet tous ensemble où ils mangent du crackers avec du fromage dessus. Et cette image me remplissait de joie quand j'étais petite de voir... Les 2 souris, leurs 15 bébés souris et tous les chats mangeaient des petits crackers ensemble. Je trouvais ça incroyable. Voilà. Très bien. Écoute, je pense moi d'avoir fait le tour de ta présentation. Je ne sais pas si tu as des choses que tu veux ajouter. Écoute, non. Et sinon, de toute façon, avec les questions, on va de toute façon en apprendre plus. Et la première sera... on commence tout de suite avec une question, ma foi, assez deep. Comment gères-tu les conflits ? C'est marrant, ça commence à ressembler à une séance de psy. Comment je gère les conflits ? Dès la première question. Et comment vous vous sentez par rapport à ça ? Écoute, pas très bien. Pas très bien ? J'aime pas les conflits. Ouais. Je sais pas si quelqu'un aime. Oui, tu peux ne pas... je pense qu'il y a des gens qui le recherchent. Hein. Ah ouais, non. Alors moi, je suis plutôt... je suis un peu fuyarde. J'aime pas trop le conflit. Généralement, s'il y a quelque chose qui me convient pas, j'essaie de temporiser un peu. Mm-hmm. Voilà, de laisser un peu passer le temps parce que j'ai pas envie de m'exprimer à chaud. J'évite maintenant de m'exprimer à chaud, de dire des trucs que je vais regretter, d'envoyer des SMS qui sont des pavés. Voilà. Donc généralement, je laisse passer un peu de temps, puis après, si c'est un conflit qui vaut la peine d'être résolu, parce qu'il y a des conflits un peu pourris qui servent à rien, où tu te dis, c'est peut-être juste le signe que on va s'arrêter là. Et si c'est pas le cas, après on en rediscute calmement. Voilà. Le dialogue, la voie du dialogue. C'est plutôt une bonne gestion. Même si t'aimes pas ça, c'est plutôt une bonne gestion. Oui, après j'aimerais bien m'en passer. Évidemment. Voilà. Évidemment, mais c'était pas la question. C'est ça. La question, c'est pas est-ce que tu apprécies les conflits, c'est comment est-ce que tu les gères. Moi, je trouve que la gestion est plutôt plutôt bonne. Y a-t-il quelque chose que tu aimes faire à l'ancienne ? À l'ancienne, comme une vieille personne ? Il n'y a pas de précision, c'est à toi d'interpréter la question comme... Tu sais, on dit qu'il y a un enfant intérieur, moi j'ai vraiment une grand-mère intérieure. D'accord. Donc, par exemple, j'adore faire du crochet. Ok. Voilà. J'ai la liste peut être longue, je sais pas si je la continue. Tu fais des vêtements en crochet ? Ouais, là j'ai fait un pull. Ah oui, voilà. En plus des trucs un peu techniques. Ouais, alors j'ai un problème, je suis pas très forte pour suivre les patrons. Ok. Car l'autorité c'est difficile, même quand c'est sur un bout de papier. Même quand c'est un bout de papier. Donc je fais un peu à l'arrache, mais j'ai fait un pull. Ok. J'ai fait un pull. J'aime beaucoup les séries policières de vieilles personnes aussi. D'accord. Voilà. Genre Derry. Non. Inspecteur Barnaby, par exemple. Barnaby. C'est dur, ouais. Enfin, c'est bien, moi j'adore, mais. Donc oui, plutôt le côté anglais que le côté allemand de Derrick. Oui, non. Et par rapport à ton activité de dessinatrice, tu travailles essentiellement sur papier ou tu travailles aussi à l'ordinateur et au stylo graphique Alors, je suis sur iPad depuis quelques années. Je m'y suis mise. C'est très pratique pour les commandes où tu as des modifications à faire. Bien sûr, ouais. Plutôt que de rescanner ton dessin, de tout refaire à chaque fois. En revanche, je préfère quand même faire mes recherches sur papier. D'accord. Je préfère commencer sur papier et après prendre en photo, redécalquer, retravailler, bouger les éléments. Mais sinon, un peu des deux. Un peu des deux, d'accord, ok. La première partie sur papier et ensuite la finalisation, on va dire, sur iPad. Les couleurs, je les fais toujours sur ordi aussi. Ok, d'accord. Quand as-tu pleuré pour la dernière fois ? Eh ben, écoute, hier. Ah. Hier, est-ce que tu veux me dire pourquoi ? J'arrête de fumer et c'est très déprimant. Ok. Voilà. Attends, c'est parce que t'avais une contrariété et t'aurais voulu fumer et donc ça t'a fait pleurer, ou c'est vraiment non, tu peux pas fumer, donc ça te fait pleurer. Écoute, c'est encore une fois, on est chez le psy.
J'ai l'impression de faire le deuil d'une pote. J'ai l'impression que j'ai une pote qui est partie et que je vais plus jamais la voir. Et il y a des moments, ça va, tu vois, parce que c'est quand même moi qui ai dit salut, salut, on va arrêter de se voir, en fait. Et ouais, il y a des moments où les petites contrariétés de la vie prennent une dimension, enfin, enflent d'une manière énorme, et du coup, voilà. Ou dans ces cas-là, je pleure. Je pleure un coup, après ça va mieux, mais... tu pensais pas que j'allais dire hier, hein? Je trouve que non, mais je trouve que c'est très intéressant comme parce que je crois que j'entretiens à peu près le même rapport à la cigarette, donc et que si je devais quitter la cigarette, j'aurais aussi l'impression de dire au revoir à un pote qui a été extrêmement. C'est parce que tu vois là, j'ai fumé pendant 15 ans, j'ai 33 ans à la fin de la semaine, et je me dis en fait les 15 ans que j'ai passé avec la clope, c'est 15 ans où tu te construis à fond, quoi, tu vois. Bien sûr, ouais. Et en ligne de fond, en toile de fond, je sais pas comment on dit, il y avait toujours cette clope, quoi, tu vois, qui était dispo tout le temps, comme, je sais pas, une béquille, un doudou, un réconfort, tout ce que tu veux, une récompense. Voilà, chacun après a sa relation, mais par moments, j'ai vraiment l'impression que, pas qu'on m'ampute de quelque chose parce que c'est moi qui choisis d'arrêter, mais de faire le deuil, en tout cas, de ces 15 années. Ouais, c'est... Je me suis fait hypnotiser pour ça, et je pense il y a vraiment des trucs dans ma tête qui ont bougé, du coup. Mais, tu vois, cette nuit, j'arrivais pas à dormir, il paraît que ça joue aussi un peu sur le sommeil. Et du coup, je pensais à ça. Ouais. Truc bien deep, genre, mais la clope, quelle est ta relation ? 15 ans, quand même. Je m'auto-psychanalysais, quoi. Ok, ouais. Et c'est assez intéressant en tout cas de se poser la question de son rapport. Mais ouais, je trouve ça super intéressant, et je trouve que ça explique, et c'est la première fois que j'entends ça, mais je trouve que ça explique beaucoup pourquoi c'est aussi dur à arrêter, parce que c'est vrai que je connais personne qui a commencé à fumer à 40 ans. Toutes les personnes que je connaisse qui fument ont commencé en étant ados, et donc c'est vrai que c'est un truc qui t'accompagne au moment où tu te construis, et donc abandonner ce truc, c'est ça. Et puis moi, à l'époque, c'était un peu un truc rebelle, tu vois, quand même. Fumer, il y a toujours eu un peu ce côté où tu te dis... Un peu grosse moto, back tête de mort. C'est ça, quoi. Ça allait avec le truc des tatous, et où tu te dis, c'est marrant, à l'époque, je pensais que c'était une forme de liberté de faire des gros fuck à tout le monde et de fumer. Et aujourd'hui, t'es là genre, non, la vraie liberté, ça serait pas de guetter l'heure de fermeture du tabac quand t'es en terrasse avec tes potes, quoi, tu vois. Ouais. Si tu vois ce que je veux dire. Étant un fumeur de roulé, ça m'arrive moins, en fait. Ouais. Mais moi, ça fait partie des trucs qui m'énervaient, tu vois, à la fin de... Je vois ce que tu veux dire, ouais. De s'organiser autour de ça, c'est chiant, quoi. Trouves-tu que le physique soit révélateur des personnalités ? Ah, c'est marrant, je l'ai entendu sortir, elle, dans un des précédents podcasts. Dans un de ceux que t'as écouté ? Ouais, dans un de ceux que j'ai écouté. Difficile question. Tu peux prendre un peu de temps pour réfléchir. Oui, du coup, je suis dans mes pensées. Il n'y a pas d'obligation de rapidité dans les réponses. J'ai envie de dire oui, mais ça fait un peu science du Moyen-Âge. Vas-y. Tu sais, c'est quoi ? C'est la phrénologie, là, où en gros t'es très physique, avait un lien avec je sais pas moi, t'as des yeux globuleux, t'es avare, enfin tu as des trucs complètement tordus. Oui, et qu'on même pu aller jusqu'à justifier l'esclavage. Ouais, voilà. Donc j'ai envie de dire oui, en même temps du coup j'ai pas envie de dire oui à cause de ces raisons-là. Mais je sais pas si c'est le physique, mais en tout cas je pense qu'il y a des gens qui dégagent des trucs qui font que t'as envie d'aller vers eux ou pas, quoi. Oui. J'ai quand même l'impression que t'arrives à savoir si il y a des gens qui ont l'air bêtes. Je suis assez d'accord, ouais. Il y a des gens qui ont l'air bêtes, les pauvres. Je suis désolée pour eux, parce qu'il y en a probablement qui ne le sont pas. Mais c'est vrai qu'il y a des gens, il suffit que t'as l'impression que quand tu croises leur regard, ils sont pas très habités, quoi. Je suis assez d'accord avec toi sur Après, le fait peut-être qu'ils ont des traitements, des trucs qui font... Tu vois, on sait jamais, mais... Mais ouais, malheureusement, il y a des gens qui ont pas des physiques... Intelligents, ouais, c'est horrible à dire, mais bon. Non, oui, mais moi, je partage un peu la même vision de la chose. Genre, quelqu'un qui est intelligent, ça se voit physiquement. Et, ouais, ça peut se voir.
Alors, quel est le vêtement que tu possèdes et auquel tu tiens le plus ? Ah. Ouh là là, très bonne question. Ton pull en crochet ? Le pull en crochet, ouais, mais il y a des petites finitions à faire. Ok. Qu'évidemment, je traîne depuis 2 mois. Vêtements auxquels je tiens le plus. J'en ai pas... Alors, je saurais pas te dire lequel. En revanche, je sais que dans ma famille, on garde les habits super longtemps. Mmh. Donc, j'ai plein de souvenirs de vêtements que maintenant j'ai empruntés à ma mère, qui, quand elle les voit, elle pète les plombs. Elle dit, mais en fait, ce truc, je l'ai acheté en 62. Il est plus vieux que toi. Pourquoi tu le mets ? Donc, j'ai pas mal de visions comme ça, d'habits que j'ai un peu toujours connus dans ma vie. Ok. C'est bizarre, mais c'est comme ça, quoi. Alors, ma mère, elle a un pull avec des moutons qui est magnifique. Enfin, moi, je le trouve magnifique et j'espère qu'elle le jettera jamais, quoi. Ouais. Voilà. Je pourrais essayer de le récupérer avant que... Faut que... elle le met encore, donc j'attends qu'elle s'en lasse un peu. Mais ouais, je guette. Peut-être qu'elle écoutera l'épisode et que... Peut-être qu'elle écoutera l'épisode et qu'elle me le donnera. C'est ça, ou qu'elle aura en tête de le jour où elle veut s'en débarrasser, te le donner. Oui, ouais. Plutôt que de le jeter. Quitte à juste récupérer les moutons et le mettre sur un autre pull. Impossible, les moutons sont dans le pull. Ah ouais. Ah si, j'ai un pull comme ça, du coup, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les pulls, en fait. J'ai un problème de pull. C'est un pull que j'ai récupéré en vide dressing. Je crois que c'est une copine qui me l'a vendu. Et il est fait main, tu vois, il est magnifique. Okay. Il y a tout un paysage, il y a 10 000 couleurs dessus. Il y a une petite ferme, il y a un couple de paysans, des lapins, des pommes. Enfin, il se passe vraiment beaucoup de trucs. Il y a des perles. Enfin, il est dit comme ça, tu te dis, mon Dieu, quelle horreur. Et en fait, il est superbe. Il raconte énormément de choses. Ah ouais, c'est une fable. Il est magnifique. Écoute, je vois. Alors, on va repartir chez le psy. Allez. Si tu devais mourir maintenant, qu'est-ce que tu regretterais de ne pas avoir dit et à qui ? Waouh. C'est dur, c'est horrible comme question. C'est horrible parce que j'ai perdu enfin il y a des gens qui sont décédés que j'aurais aimé peut-être voir plus avant qu'ils partent, quoi, tu vois. Ouais. Donc vraiment question triste, mais il y a des pas trop envie de détailler plus. D'accord. Mais oui, mais en gros ça serait quelque chose comme ça, quoi. Très bien. On regrette des choses qu'on n'a pas dit, pas des choses qu'on a dit. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu regretterais de ne pas avoir dit? Ouais. Effectivement, mais c'est une bonne idée pour si je dois ajouter Qu'est-ce qui te hante la nuit? Quelle phrase te hante que tu as prononcée? Si je dois ajouter des questions, qu'est-ce que tu as dit que tu regrettes d'avoir dit? Celle-ci, je l'aime beaucoup. Enfin, je les aime toutes, mais celle-ci, je l'aime quand même beaucoup. Tu peux faire voter n'importe quelle loi, laquelle choisirais-tu? Oh là là, il y a beaucoup de lois à faire voter en ce moment. Oui. Une nouvelle république, c'est pas une loi. Tu voudrais dire une nouvelle constitution? Oui. Ouais, si. Une loi de dignité, quoi, tu vois, qu'on est tous assez pour vivre... de revoir clairement les minimums sociaux, quoi, et le salaire de base. Okay. Pour que tout le monde... Tu serais pour un salaire à vie? Ouais, moi j'aime bien l'idée. Je sais qu'il y a des gens qui sont contre, qui pensent que c'est une forme de... Alors pas d'esclavage, tu vois, pas d'esclavagisme, mais d'être tenu par ça tout le temps. Mais je pense que ça serait bien, d'avoir une ressource de base, quoi. Oui. C'est vrai que les gens qui s'y opposent, en règle générale, c'est plus parce qu'ils ont peur que le capitalisme s'en serve pour paupériser encore plus et précariser encore plus les personnes
les personnes précaires. Mais c'est intéressant aussi, je trouve, de garder ça en tête, bien sûr. De pas juste se dire bah ouais, ça serait génial d'avoir de l'argent qui tombe tous les mois sans rien faire entre guillemets quoi. Évidemment. Ouais. Mais ça serait vraiment une loi pour changer le travail. Alors c'est compliqué, mais ouais, de revoir tout ça quoi, parce que tu vois le travail ménager. Oui, bien sûr. C'est du travail, l'entretien d'une ville, c'est du travail, faire pousser une plante, c'est du travail. Le bénévolat dans des associations, voilà, c'est du travail. Le bénévolat dans des assos ou d'aide à la personne, tout ça, c'est du travail aussi. Ça serait comment faire exister financièrement et dignement tous ces gestes-là qui sont... hyper important quoi. Bien sûr, ouais. Parce qu'en fait rien que sur l'aide alimentaire et tout, j'ai l'impression que les assos elles font plus que elles font énormément plus que l'État. L'État se repose trop sur des assos. Totalement. Dans des domaines primordiaux où il devrait intervenir quoi. Oui, mais ça je suis entièrement. Donc après est-ce qu'il suffirait d'une loi pour changer ça? Peut-être pas, mais si elle est bien écrite, écoute, si on s'y met bien, peut-être. Si on s'y met bien. Alors, si tu pouvais connaître la réponse à une question, à part quel est le sens de la vie, laquelle choisirais-tu? Une question. C'est bête, souvent j'ai des questions, mais alors là, j'en ai pas. J'en ai pas trop, mais des questions... précise et pas bête, mais un petit peu dispensable, tu vois. Genre, l'autre jour, je me disais, tu sais, les dents du bonheur, là, quand t'as les dents un peu écartées. Du coup, est-ce que tous ceux qui n'ont pas les dents écartées ont les dents du malheur, tu vois? Ce genre de truc un peu inutile. Un peu brain twister. Voilà, un peu genre, ouh, t'y avais jamais pensé, hein. Sinon, non. Non. Là, tout de suite, j'ai pas de... Non. Okay. J'ai pas d'idée de questions. Mais donc, oui, non, l'opposé du bonheur, c'est le malheur, effectivement. Oui, tu vois, est-ce que... Ou alors c'est... Non, c'est peut-être ceux qui ont les dents écartées, c'est les dents du bonheur. Ceux qui ont les dents, on va dire, alignées, moins bonheur. C'est les dents. C'est les dents, ouais. Et ceux qui ont les dents qui se chevauchent... Là, c'est malheur. Là, c'est malheur. Malheur, là, c'est malheur. Peut-être. Parce que c'est un spectre, en fait. Oui, évidemment. Quelle est la chose que tu as achetée avec ton premier salaire? Qu'est-ce que j'ai acheté avec mon premier salaire? J'ai acheté mon ordi. Ok. Voilà. Très bien. Ça, ouais. Et c'était quoi ton premier job? Mon premier job. Alors, c'est pas avec lui que j'ai acheté l'ordi parce que ça payait pas hyper bien. Ça payait pas assez. Mais j'ai été lutin du Père Noël. Ok. Voilà, c'est-à-dire que dans le cadre d'arbres de Noël de grandes entreprises, moi j'enfilais mon petit déguisement en polaire, tu vois, avec un petit chapeau pointu et tout, et puis j'étais lutin du Père Noël, j'ai aidé le Père Noël à distribuer des cadeaux, on faisait des ateliers avec les enfants, voilà. Et ça ressemble à quoi, le CV d'un lutin du Père Noël? Alors, c'est la marraine d'une copine qui avait la boîte. Donc, donc à part dire je suis souriante, j'arrive à l'heure et je suis pas zinzin. Et j'apprécie la compagnie des enfants. Et j'aime bien les enfants, voilà. Et le reste de l'année, on faisait ça, mais dans des goûters d'anniversaire, mais pour des familles un peu aisées, tu vois. Et il y avait plein de thèmes. Ok. Donc, j'ai aussi été... Comment il s'appelle? Tu sais, les Oompa Loompa, là, dans Charlie la chocolaterie. Ouais. J'ai été Oompa Loompa, j'ai été astronaute, sorcière, princesse, un peu de tout. Ok. Un peu de tout. C'était cool, tu te déguises, tu manges du gâteau. Et, et tu joues avec des enfants. Tu joues avec des enfants, des fois t'es dans des boîtes, c'est n'importe quoi. Quand j'ai été Oompa Loompa, c'était sur la place Vendôme, par exemple. Ah oui. Ça n'a aucun sens. D'accord, ouais, non, voilà. Effectivement. T'as pas été mignon par hasard? Non, je pense qu'il y a un copyright qu'on pouvait pas avoir. Déjà, Charlie et la chocolaterie, c'était pas exactement le... Ok, ouais. C'était Charlie et la chocolaterie, mais la mauvaise VHS, tu vois. Ouais, ok. La fausse. Si tu pouvais garder jusqu'à 90 ans le corps ou l'esprit de tes 30 ans, que choisirais-tu? Oh bah le corps quand même. L'esprit...
L'esprit, je pense que c'est plus facile de l'entretenir. Enfin, c'est pas, je dis ça parce que je suis pas très sportive, peut-être. Mais ouais, je pense que je garderai le corps, ouais. Alors, je suis assez... Je suis d'accord avec... Enfin, je réponds la même chose. Ça serait bizarre aussi d'avoir 90 ans et de continuer de dire genre, ou tu vois. Oui. Je pense qu'à un moment donné, tu vieillis. Voilà. Non, mais ouais, j'ai un peu les mêmes raisons que toi. Quelle découverte pourrait changer le cours de l'humanité ? La téléportation. Ouais. Ok. Le cours de l'humanité, c'est vrai que ça serait pratique, la téléportation, mais... Ça risquerait de changer pas mal de choses. Ça changerait des trucs. Est-ce que ça changerait en bien ? Ça ferait peut-être un peu de bazar. Quelle découverte ? Des aliens ? La vie dans l'espace, une autre planète à conquérir, un truc... Toi, tu penses direct conquérir, quoi. Oui, c'est la conquête. S'il y a de la vie, la vie, on va conquérir. T'as vu l'état dans lequel c'est ici ? Faut un plan B, là. Allons niquer celle des autres. Faut un plan B, parce que là, le plan A, il va pas du tout. On n'est pas né au bon moment. C'est tout. On est né à un moment difficile. Effectivement. Alors, du coup, je vais la poser, même si elle est sortie dans l'épisode que j'ai enregistré hier, mais la question un peu totem d'aléatoire, à quelle époque aurais-tu aimé vivre ? Eh ben, écoute, moi, j'aurais bien aimé avoir une vie de boomer, avoir du boulot, toute ma maison en plastique, des bêtes d'artistes à voir en live. Ouais, ça aurait été cool. Ok. Ça aurait été cool. Être une femme dans les années 50-60, ça devait pas être la folie, ça c'est évident. Mais pour le reste, ils ont quand même bien profité. C'est vrai. Ils ont quand même bien profité. Ils ont quand même bien profité, ouais. Ouais. Je reste là-dessus. Es-tu sensible ? Oui. Tu veux développer ? Non. D'accord. Quelle est la plus grosse bêtise que tu aies faite étant enfant ? Grosse bêtise. J'ai nourri le magnétoscope, pensant bien faire, parce que je voyais qu'il mangeait les cassettes. Je lui ai donné des Smarties, beaucoup de Smarties. Et ça l'a un peu abîmé. Mon père était pas très content après. C'est vrai que ça ressemble à une bouche. Ça ressemble à une bouche, ça mange les trucs. Et moi, j'aimais bien les Smarties et je me suis dit, mais attends, mais le copain, il veut des Smarties aussi. Oh là là, quel sens du partage. Voilà. Et vous avez pu le récupérer ou il a fallu en acheter un nouveau ? Écoute, je crois qu'on l'a récupéré. Ouais, vous avez quand même pu On a eu un petit temps sans magnétoscope. D'accord. Voilà. J'imagine le réparateur. Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé à votre magnétoscope ? Bah écoutez, ma fille l'a nourri à base de Smarties. Ouais. C'est ça. Et tu te souviens de l'âge que t'avais à peu près Je pense que j'étais en maternelle. Oui, tu devais pas je sais pas trop quel âge. Parce qu'effectivement, si tu fais ça à 11 ou 12 ans, on peut commencer à s'inquiéter. Ouais, puis je crois que c'était déjà un peu les DVD, c'est plus dur à mettre. Effectivement, ouais. Le Smarties rentre moins bien. C'est vrai que le Smarties rentre moins bien. Il y avait un truc de... C'était là, écoute. Puis une fois aussi, alors j'étais plus petite, j'ai eu la bonne idée de vouloir éteindre une ampoule en mettant de l'eau dessus. Oui. Mais oui, c'est logique. Ça, t'avais vu comment le feu fonctionnait. Eau. Voilà. Très bien. As-tu une cicatrice qui a une histoire particulière ? Eh ben écoute, oui, je me suis cassé la cheville l'année dernière. Donc j'ai une belle cicatrice, puisque l'os s'est un peu déplacé, on a dû m'opérer. D'accord. Voilà. Donc j'ai une plaque avec 5 ou 7 vis. Ok. Donc j'ai une belle cicatrice... Voilà, dû à un excès de génépi. Voilà. Très bien, je vois. Un fossé. Il y avait un fossé et moi. Un fossé, du génépi. Et voilà. Et paf. Et paf. Ouais. Du coup, tu sonnes au portique ? Je sonne pas au portique, même pas. Ah ouais. Déçu. Ouais.
Déçue. Normalement, on m'enlèverait le matériel en fin d'année, là. D'accord. Et j'aimerais bien garder le matériel. Ok. Parce que... Bon, pourquoi pas? Pour voir. Oui, non, en soi, oui. C'est à moi. Parce que... C'est donner, mon c'est donner, matériel, reprendre, c'est voler. Oh, Ouais. Acceptes-tu facilement les compliments? Pas trop. Ok. Pas trop parce que j'ai l'impression que les gens le disent juste pour être gentils. J'ai toujours l'impression que c'est... Enfin, je peux avoir l'impression que c'est pas sincère alors que je pense pas. Enfin, je vois pas qui s'embêterait à faire des compliments pas sincères, mais souvent j'ai ce truc de me dire ah ouais non mais c'est trop facile, ils le pensent pas vraiment. Et aussi bien sur ton travail que sur ta personne? Ouais, surtout sur le boulot. Surtout sur le boulot, ouais. Ouais. Ok. Ah, ça s'appelle le manque de confiance en soi, tout ça. Oui. Ou je sais pas. Le syndrome de l'imposteur. Syndrome de l'imposteur, voilà, exactement. Ouais. Très pénible, je ne recommande pas. Non. Trouver d'autres méthodes de travail. Oui. Trouver d'autres syndromes, là. Ceux-là, on a fait le tour. C'est pas si productif. Bah oui. As-tu des règles de conduite que tu appliques à ta vie? Bah, j'essaie, alors c'est basique, hein, j'essaie de pas faire aux autres ce que j'aimerais pas qu'on me fasse. Voilà. Ouais, c'est à peu près tout. Hein. J'essaie de... Non, c'est tout. Ok. C'est ça, ouais. T'as pas d'engagement particulier sur... Ah bah je déteste le mensonge. Oui. Non mais c'est vrai, ouais. Sur ce que tu consommes. Alors plus ça va, plus j'essaie de faire un max moi-même dans un... Ouais, dans un monde idéal où t'as du temps et de l'argent, parce que mine de rien, faut quand même les deux. Oui, bien sûr. Plus ça va, plus j'aime cuisiner à fond les trucs. J'en ai marre. J'en ai marre d'acheter un pot de houmous 4 balles quand tu peux broyer 4 pois chiches. Et encore, tu vois, dans l'idée, il faudrait pouvoir produire toi-même le pois chiche, faire le truc et tout, mais j'aime bien en tout cas comprendre comment on fait les trucs et être capable de les réaliser moi-même. Tu vois, genre le crochet, ça va là-dedans, même si je me rends compte que faire toute ta garde-robe... En crochet, ouais, effectivement. Alors en crochet, c'est pas très pratique, mais tu vois, si la couture, j'en fais un peu, bon, c'est super dur, je suis pas bonne, mais j'aime bien apprendre, comprendre comment ça marche. Ça, si jamais demain c'est une grosse apocalypse, que c'est vraiment la merde, j'aime bien me dire, ok, alors ça je sais réparer, ça je vois comment on fait pousser un légume, je vois comment on désosse un truc, ok, ça je peux faire. Ok. Voilà. Survie. Ah oui. Ma règle de vie, c'est survivre. Sois prêt à survivre. Voilà, c'est ça. Alors, quel est le pire fashion faux pas selon toi? Alors attends. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont interdites. Hein. Je sais pas si c'est un fashion faux pas, mais souvent c'est des mecs. Les mecs qui rangent leurs lunettes sur leur front. Tu sais, quand t'as la lunette au-dessus des yeux sur le front. Oui. Ça, c'est non. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Putain, il y en a plein, il y en a pas beaucoup qui me viennent, là. Les costumes, les mecs en costard et en costard trop petits. Oui. Tu sais, les costards tout serrés, là, t'as l'impression qu'ils vont exploser. Oui, le problème, c'est moins le costard que la façon dont il est porté. Le fait oui, parce que bon, le costume, pas de problème... là, il y a quand même toute la mode des années 2000 qui revient. C'est dur. Ouais. T'es pas cliente. Je suis pas emballée. Ça a vraiment toujours été moche, quoi. Le extra taille basse et le fishnet, c'est pas... le taille basse. Non, le fishnet encore, mais j'attends que les gens se réépilent les sourcils à fond. Qu'on rigole bien, mais... les collants couleur chair, mais pas à la bonne couleur. Ok, ouais. Tu vois, ce genre de truc... Ça, non. Mais tu serais plus pour un retour de la mode des années 70 Ouais, alors il y a des trucs très vilains, mais... Il y a des trucs... Il y a des trucs un peu difficiles. Hein. Ma mère, elle a gardé, ça j'adore, elle a toute une collection de magazines qui s'appelle 100 idées, qui est un peu aussi dans mon thème là, de survivalisme, où tu
tu peux tout faire. Ils t'apprennent même à faire tes digestifs, tu vois, avec des propriétés, parce qu'à l'époque, c'était bien de fumer, c'était bien de boire, tout était bon pour la santé. Mais quand tu vois les looks, c'est... Il y a des trucs difficiles. Il y a des trucs, t'as l'impression qu'ils sont dans une secte terrible, quoi, tu vois. C'était peut-être le cas. C'était peut-être le cas, j'espère qu'ils en sont sortis depuis. Ils étaient peut-être d'ores et déjà dans une secte survivaliste. C'est ça, à l'époque. Ouais, peut-être. À refuser le plastique et tout. Aimerais-tu savoir quelque chose sur ta vie future ? Ouais, j'aimerais bien savoir si... c'est peut-être un peu triste comme question, mais c'est une question que je me pose en ce moment. Mm-hmm. Est-ce que je vais réussir à vivre de l'illustration toute ma vie, tu vois ? Ok, ouais. Voilà, c'est un peu dur d'être indépendant, d'être à son compte. T'as des moments où t'as pas du tout de boulot. Oui. Ce qui est un peu inquiétant, quand même. Donc là, je suis dans une période où c'est quand même un petit peu calme, ça reprend doucement. Mm-hmm. Et du coup, parfois, cette idée me traverse de tout plaquer pour aller apprendre à tricoter des pulls et faire pousser des carottes ou je sais pas quoi faire d'autre. Du coup, des fois, j'aimerais bien me dire, est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que je vais réussir ? Est-ce que... Parce que du coup, oui, on l'a pas forcément abordé, mais en parallèle du tatouage et des livres, tu travailles pour qui et pourquoi essentiellement ? Les livres, c'est des commandes aussi. Oui, bien sûr. Oui. Après, je travaille, c'est assez varié. Je travaille pour de la presse, des magazines. Okay, d'accord. Des associations, pour des choses. J'ai pas mal travaillé pour les droits des enfants, des choses comme ça. Ça peut être des marques. J'ai fait une collection de bijoux. C'était super de passer d'un dessin à un objet, une réalisation. En plus, c'était hyper bien fait, donc c'était magnifique. C'est assez varié. Ok. C'est assez varié, que ce soit dans les clients ou dans les supports, quoi. Ça peut être des affiches, des objets, des fresques, des livres. C'est ça que j'aime bien dans ce travail, c'est que tu t'es surpris tout le temps. Tu peux être surpris tout le temps, quoi. Oui. On va te chercher pour faire des choses auxquelles t'aurais jamais pensé. D'accord, ouais. Si tu ne devais garder qu'un seul sens, donc le toucher, la vue, l'odorat, l'ouïe ou le goût, lequel serait-ce ? C'est dur. L'odorat, je peux m'en passer. Oui. Bon, ça va. Le goût, c'est quand même vachement bien. C'est sympathique. C'est bien. Moi, j'hésite entre le goût et la vue. Ok. Parce que c'est vrai que pour ton activité, la vue, ça c'est dépend quand même pas mal. Si c'est une optique où il faut quand même continuer à bosser, la vue. Le toucher pour tatouer, c'est quand même pas mal aussi de savoir... J'imagine, oui. Si t'appuies très fort, un peu fort ou pas sur les gens, ça peut être bien. Ça peut être pas mal, ouais. Mais bon, si tu vois pas... Si tu sais comment t'appuies mais que tu vois pas, ça sert à rien. Ouais, on va garder la vue, mais t'es sourd, du coup. Ah bah oui, du coup, oui. Ouais. Ah oui, c'est chiant, ça reste globalement chiant comme situation. Oui, c'est sûr. L'idée, c'est pas de... si je dois travailler la vue, si je dois pas travailler, juste le goût. Ok, d'accord. Très bien. Alors, il y a déjà eu une question un peu similaire qui était... Encore une question de psy, je le sens. Non. Ça dépend de comment tu vas répondre, mais c'était sur l'innovation, l'invention qui changerait le cours de l'humanité selon toi. Là, c'est quelle innovation technologique aimerais-tu voir inventée ? J'ai encore envie de dire la téléportation, mais technologique. Tu t'en servirais de la téléportation ? Ah oui, oui, à fond. Parce que t'aimes pas le trajet C'est trop long, tu perds du temps. Alors, il y a des trajets qui sont jolis, tu vois, mais les transports en commun, voilà. C'est vrai. Voilà. Qu'est-ce que tu ferais du temps que tu gagnerais en te téléportant ? Je passerais plus de temps là où je vais. Ok. Tu vois ? Ou je me téléporterais plus. Ok.
Alors attends. Ou tu partirais plus tard de chez toi. Oui, je pense que c'est surtout ça. Ouais. C'est fini le je suis en route alors que t'es pas du tout en route. Une autre invention, il y a pas mal de trucs là. Il y a déjà les intelligences artificielles, trucs comme ça. Après, je trouve qu'ils sont pas encore assez. C'est pas encore assez bien, tu vois. Nous, j'ai plein d'objets connectés à la maison. Là, mon copain, il aime bien. Mais bon, il sait pas encore bien, tu vois. Ouais. Tu dis Siri, où sont mes lunettes ? Il va te dire j'ai fait une recherche Google. Voilà, tu vois, il répond des conneries. L'autre jour, je lui ai demandé où était ma culotte. Il m'a sorti des noms de... Enfin, c'était pour rire, je savais très bien où est-ce qu'elle était. Mais il m'a sorti un nom de bar, je sais pas où, à 300 km. Ok, d'accord. Et t'es là, bon, nul. Et en tant qu'artiste, toi-même, je trouve ça intéressant que tu évoques les intelligences artificielles. Quelle est ta vision et ta position face aux intelligences artificielles qu'on a beaucoup vu émerger cette année en soi, comme Midjourney, et qui réalisent des illustrations avec de gros guillemets. Si tu as un point de vue et un avis là-dessus d'ailleurs. C'est une vaste question. Je sais pas trop ce que j'en pense. J'ai une amie qui s'en sert beaucoup dans son travail. Elle fait des collages numériques et tout. C'est trop bien. Typiquement, elle, ce qu'elle en fait, je trouve ça génial. Après, c'est vrai que il y a un côté flippant, quoi. Il y a un côté flippant parce qu'en plus, quand tu t'en sers, tu nourris l'outil, donc tu permets de l'affiner. Donc, comment dire ? Donc, son développement, il est un peu exponentiel aussi. Enfin, il s'est capable de faire des trucs maintenant qui n'étaient pas possibles, je sais pas, il y a 15 jours, il y a 1 mois, il y a 2 mois quand c'est sorti. C'est les trucs comme ChatGPT, tout ça, moi, qui me questionne plus. Ok. C'est assez... je sais pas, c'est assez flippant. Là, il y a une autrice de BD que je suis qui avait posté tout un strip là-dessus, où en fait, elle disait qu'elle avait essayé d'utiliser cet outil pour faire un scénario de BD, qu'au début, ça allait évidemment pas trop, tout, quoi. Ouais. Et qu'en fait, en très peu d'essais, l'IA avait un peu capté son humour à elle, qui est un humour de l'absurde et tout, et qui avait même des vannes qui, elle, la faisaient marrer et qui auraient pu être intégrées dans son boulot, quoi, tu vois. Et là, tu te dis, alors, c'est fascinant, déjà. Oui, c'est quand même ouf. Mais c'est quand même flippant aussi de te dire, si toi, t'as passé 10 ans à essayer de développer ta patte, de savoir... d'apprendre, tu vois, à écrire, à faire tes chutes, ou à dessiner, à faire de la peinture à l'huile, enfin, tout ce que tu veux, et que t'as un machin qui est capable de le faire en 10 minutes, je comprends que Tu t'inquiètes ? Tu t'inquiètes un peu... Après, j'ai quand même l'impression qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, on a cette peur panique et qu'en fait, il y a des choses dans la tête, dans l'esprit humain qu'on pourra jamais atteindre avec un algorithme ou une technologie, quoi, tu vois. Voilà. Très bien. Mon point de vue d'experte. Si tu devais disparaître et changer d'identité, que ferais-tu ? Quelle serait ma tactique ou quelle identité je prendrais ? Je te laisse répondre à la question comme tu l'entends, comme ça. Moi, j'ai envie de parler de Xavier Dupont de Ligonnès, là, tu vois. Oui, je comprends, ouais. Moi, je pense qu'il est vivant. Ouais. Ouais. Du coup, je pense que je m'inspirerais un peu de ce qu'il fait, tu vois. Ouais, mais on sait pas ce qu'il a fait. On sait pas ce qu'il a fait, c'est vrai. Enfin, on sait qu'il a tué sa famille. Oui, ça, oui, c'est vrai. Mais on sait pas ce qu'il a fait ensuite pour disparaître. Et qu'est-ce qui te fait dire qu'il est vivant ? Trop malin, puis le suicide, c'est pas très catholique. Comme il était un peu catho. Bon, tout ce qu'il a fait n'est pas très catho non plus. Non. Je me dissocie de... Puis justement, ça a l'air d'être quelqu'un qui a pas mal galéré dans sa vie professionnelle. Donc, est-ce qu'il est si malin que ça ? Ah, si, je pense que c'est quelqu'un de malin. Qui s'est retrouvé acculé. Mais, alors attends, moi, si je devais disparaître, qu'est-ce que je fais ?
Est-ce que c'est un tuto ? On est dans un tuto, faut dire les étapes. Tu peux faire le tuto, mais déjà, je trouve que c'est pas très rassurant pour ton compagnon, le fait que le premier mot qui te vienne à l'esprit, je ferai comme Xavier Dupont de Ligonnès. Viens. Oui, ni pour ton chat d'ailleurs. Mais on n'a pas de. On a une terrasse en l'air. On peut pas. Je peux rien mettre en dessous. En dessous. Je peux rien mettre en dessous. On n'a pas de cave. C'est vrai que c'est rassurant tout de suite. Donc, non, c'est rassurant. Pour rassurer les gens, mais je n'ai pas de terrasse sous laquelle t'enterrer, donc sois serein. Je jure qu'il est parti travailler. Écoute, non, qu'est-ce que je ferais ? Je vide mes comptes en banque, je coupe les cartes bleues, je ne prends pas de carte SIM et je pars dans un... Alors, soit, je pense qu'il peut être bien, c'est une région... genre la Lozère, tu vois. Ok. Parce que c'est très mignon, on capte mal et c'est grand. Soit l'étranger, tu vois. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Tu prends le risque de rester en France je pense qu'il y a des coins en France où personne vient jamais. Ouais. Et je ne dirais pas lesquels. Ah, bien vu. Bien vu. Parce qu'il n'y a pas longtemps, justement, il y a quelqu'un qui a répondu à cette question et qui a donné tout son plan et qui, à la fin, a dit « Merde ». Le truc, c'est que si je fais quelque chose et que je dois l'appliquer, là, c'est bon, la police m'a retrouvé. Non, je pense qu'il faut trouver un truc un peu paumé. Paumé et pas attrayant, tu vois. Oui. Pas un truc où on se dit, ah oui, évidemment, elle est à Vegas avec une perruque, tu vois, non, c'est pas ça. Ça va pas marcher. Mais c'est flippant parce que là, je me dis, attends, tous mes skills que j'essaie de faire de survivalisme... Est-ce que ça ne servirait pas juste ce grand plan d'évasion ? Peut-être. Peut-être. Du coup, pas la peine de te demander où tu partirais à l'étranger. Non, je ne le dirais pas. Évidemment. Évidemment pas. Un endroit où j'aurais pas besoin qu'on vérifie mon passeport pour y aller, de toute évidence. Mais bon. Effectivement. Ça, c'est le b.a.-ba. Voilà. Quel est ton premier souvenir ? Mon premier souvenir ? Je sais pas. Ok. Je sais pas du tout. J'allais faire une blague sur l'accouchement de ma mère, mais en fait, ça aurait été non, tu t'en souviens pas. On sait pas. Tu sais, j'ai vu une grande lumière. Et puis non, je sais pas. Ok. Pas trop de premiers souvenirs. Désolée maman pour cette blague si tu entends le podcast. Alors, Roca Balboa, j'imagine que tu n'es pas né et que tu n'as pas été déclaré comme ça à la mairie. Non. Donc, si tu pouvais choisir un autre nom d'artiste, lequel choisirais-tu ? Des fois, j'aime bien inventer des noms de groupes ou de scènes. Et bien entendu, là, je n'en ai pas en tête. Évidemment. Mais ouais, j'aimerais bien un alias un peu cool pour faire de la chanson. Tu fais de la musique ? Pas du tout. D'accord. Mais pas du tout. Tu voudrais quand même l'alias au cas où, ça peut servir. Ça, ou sinon, je me dis, si jamais je veux faire une autre carrière, je peux prendre mon nom civil. Oui. Voilà. Mais c'est pas un... Ouais, oui, si, en soi. C'est... Ouais, je sais pas. Très bien. Et alors, la dernière que je tire... Moi... Elle est retombée dedans, et pourtant elle est sortie hier, elle. Non, c'est pas normal. C'était que fais-tu pour t'endormir ? Ah, ouais, non. Oui, elle est pas bien pour conclure. Non. Ah, celle-ci pour conclure est pas mal. Qu'est-ce qui est légal maintenant et selon toi ne le sera plus dans 20 ans ? Macron. Ouais, j'ai envie de rester juste là-dessus. Okay. Mais tu préfères peut-être une autre réponse Non, moi, Macron, ça va. Après, je n'ai pas tendance à le considérer comme légal, mais c'est une personne, tu vois. Oui. Donc, oui, je vois ce que tu veux dire. Qu'est-ce qui est... tu vois, là, en parlant de... Ça me fait rebondir sur les innovations techniques, là. Mais il y a déjà un peu ça, là, les voitures qui se conduisent toutes seules. C'est pas mal. Mais je pense qu'il y a pas mal de choses dans notre consommation qui seront illégales plus tard, tu vois. Genre là, on boit du café. Bon, le café, c'est hyper chiant à produire. Ça vient de loin. Oui. Ça use beaucoup d'eau. Est-ce que ça a du sens de boire une boisson qui est juste cultivée, je sais pas, à 10 000, enfin, je sais pas à combien de milliers de kilomètres. Je pense qu'il y a des choses comme ça qui seront illégales dans le futur. Alors qu'on pourrait se faire une bonne chicorée avec nos endives locales. Alors qu'on pourra bien mâchouiller un bon légume racine pendant l'hiver nucléaire. Ouais.
Non, je pense qu'il y a des choses de l'ordre de la consommation, qui seront illégales dans le futur. Tu vois, c'était hier ou avant-hier, je tatouais une cliente qui s'est reconvertie, qui fait de l'élevage de chèvres et tout maintenant. Et elle me disait que pendant sa formation, elle a une collègue qui, elle, était dans un élevage de vaches dans l'Est, genre vers Metz, et que pour l'abattage des bêtes, elles étaient transportées jusqu'à Sète, ce qui est déjà énorme. Sète, c'est le sud de la France. Oui. Ah oui, c'est loin, oui. C'est très loin. Puis jusqu'en Afrique du Nord pour être abattu. Donc t'imagines le stress de l'animal, le coût en carburant, le coût, faut bien payer un chauffeur, voilà et tout. Bon, j'espère que des trucs comme ça pourraient être illégaux dans 20 ans, quoi. Parce que c'est complètement con. Ah oui, ça n'a vraiment aucun sens. Voilà, tu veux continuer de manger de la viande, tu t'ouvres un abattoir à côté, ça fait du boulot, où tu les abats dans l'élevage. Ouais. Tu vois ? Ok. Donc de ce genre d'absurdité, ça serait bien que ça soit illégal. Que ça devienne illégal. Bah écoute, très bien, merci beaucoup. Mais je t'en prie. À ton tour en piocher 3 si tu le souhaites. Ouh, l'impression de jouer à Motus. Ah, il y a un peu de ça, mais il n'y a pas de boule noire. Il n'y a pas de boule noire. Alors. Je devrais en rajouter une juste pour la blague. T'ennuies-tu facilement ? Malheureusement non. À cause du téléphone. Exactement, ouais. Et parce qu'en plus de ça, cette phrase, tu peux la prendre dans est-ce que tu t'ennuies facilement, dans le sens où est-ce que tu es vite ennuyé, ou est-ce que tu es efficace dans ton ennui, enfin est-ce que tu... faut être efficace. Non, pas efficace, mais est-ce que ton ennui est-ce que ton ennui t'est bénéfique plutôt. Et malheureusement, je pense que je suis vite ennuyé. J'ai un peu je pense pas avoir un trouble de l'attention, mais je pense que j'ai le trouble de l'attention de toutes les personnes qui ont eu un téléphone assez jeune. Ouais. Et qui ont eu un smartphone finalement à un âge où le cerveau n'était pas encore totalement construit. Parce que moi j'ai eu mon premier smartphone à 20 ans et même là il y a un peu... ça reste tard quand même. Après on a à peu près le même âge, je suis un tout petit peu plus jeune, j'ai 29 ans, je vais avoir 30 ans. En soi, j'ai eu mon premier smartphone à 20 ans, mais c'était pas ultra commun, les gens de mon âge qui avaient un smartphone encore. Si ça commençait, j'ai peut-être fait partie des derniers à en avoir eu un dans mon entourage, mais bon. Et donc, et puis j'ai tendance à doom scroller de fou. Ouais, mais ça, c'est terrible. C'est terrible. Et donc, je suis vite ennuyé parce que j'ai un temps d'intention qui est un peu bref, et mon ennui ne m'est absolument pas bénéfique parce que je doom scroll. Donc, oui et non. Enfin, c'est en fonction de comment on prend la question, oui et non. C'est drôle, un ennui bénéfique. Oui, mais tu vois, je pense que... Je crois que l'ennui, tout doit être utile. Non, pas productif. Alors, est-ce que utile est synonyme... On va partir en débat, là. Est-ce que utile est synonyme de productivité ? Non, pas forcément. Tu vois ? Enfin... Je pense que quelqu'un qui s'ennuie... chez lui et qui du coup va en profiter pour réfléchir à lui-même, à ce qu'il veut dans la vie et tout, c'est pas productif dans le sens capitaliste du terme, mais ça va être bénéfique à sa personne, ça va être utile à sa personne, et je pense que il ne doit pas l'être, mais il peut l'être. Donc pareil, je connais peu, alors peut-être que toi ça n'intervient pas dans ton processus créatif, mais notamment dans les artistes que j'ai reçus sur Aléatoire, il y en a beaucoup qui m'ont dit que l'ennui faisait partie de leur processus créatif, qu'ils avaient besoin d'un moment à cogiter, à flâner. C'est hyper important. Mais même de penser à rien. C'est ça, à rien surtout faire. Surtout de ne pas penser à ton travail. Enfin, c'est très bizarre, mais d'être dans complètement autre chose. Moi, je trouve ça super de s'ennuyer. On a peu de moments où tu peux t'ennuyer, en fait. C'est ça aussi. Tu vois, tout à l'heure on rigolait, la téléportation et tout. Les longs voyages, c'est super pour ça. Bah ouais. Quand tu te tapes 10 heures de bus, 10 heures de bus, c'est beaucoup quand même. C'est beaucoup. Ouais, j'ai fait jusqu'à 24. 24, c'était trop. De car, du coup. De car, ouais. Oui. De car. D'autocar, pardon. C'était pour aller où ? C'était... écoute, j'ai décidé de faire Paris et Édimbourg en car. Ok. C'est long.
C'est long. C'est long et il faut pas commander le grand café là, parce que à Starbucks là, moi je n'y vais jamais. J'ai demandé la pinte de café filtre. Je crois que j'ai fait une petite surdose de caféine après. Ah ouais. Pourtant il est pas très chargé leur café. Ouais, si c'était beaucoup. Mais c'est bien de s'ennuyer, c'est super. C'est un luxe. Parce que donc toi, tu dirais que tu t'ennuies facilement ou moi, je suis assez contemplative, donc j'aime bien avoir le temps de rien faire. Enfin, de rien faire concrètement, tu vois, dans ce que tu disais d'utile, de performer, voilà. Donc ça, c'est bien d'avoir ce temps-là. Mais socialement, c'est compliqué. Oui. T'as fait quoi aujourd'hui ? Bon, rien. Rien. Ah. Ok. Et le boulot, j'en ai pas beaucoup. Mais si tu fais rien. Mais je pense qu'on est un peu comme des plantes, tu vois. On a besoin de repos, de temps de jachère, de trucs. Tu peux pas être tout le temps. Tout le temps dans l'action, quoi. Dans l'action, ouais. Alors, est-ce que tu es prêt pour une autre question ? Allez. Si tu pouvais hacker l'ordinateur d'une personne connue, de qui serait-ce ? C'est une bonne question, ça. Pour le coup, c'est vrai que moi j'ai toujours abordé cette question sous l'angle de on va dire de la justice sociale. Et donc je hack l'ordinateur de. Il y a quelqu'un il y a pas longtemps qui m'a dit je hack l'ordinateur de Darmanin pour voir ce qu'il a de plus, enfin vraiment le faire tomber. Et je suis même pas sûr que ça le ferait tomber, hein, vu le niveau d'ignominie auquel il est arrivé. Je vois vraiment pas ce qui pourrait le faire tomber. Et du coup, je pense que je hackerai l'ordinateur d'un Jeff Bezos ou d'un Bernard Arnault, ou un truc d'une immense fortune qui ne devrait pas l'être. Et puis, c'est marrant, le compte est vide. C'est bête. Hein. C'est dommage. C'est dommage. Ah là là. Hein. Donc je pense que c'est marrant, je pensais à Bernard Arnault aussi. Je ferais un truc un peu Robin des Bois. Vas-y, on va redistribuer. Tu peux, hein. Lui, il a disons de quoi faire. Hein, là, il y a de quoi. Il y a de quoi alimenter quelques familles. C'est flippant. C'est une quantité d'argent. Ça n'a pas lieu d'être. Ça ne devrait pas exister. C'est clair. Ça n'est vrai. Enfin, et je ne vois pas comment on peut le défendre, en fait. Moi non plus. Puis ça m'énerve les gens qui disent ah oui, mais ils travaillent beaucoup. Non. Non. Ils exploitent. Puis même si tu travailles beaucoup, t'as pas besoin d'autant d'argent. Non, non. Non. Mais je sais plus qui avait dit que de toute façon même le million ne pouvait pas être éthique, donc oui, c'est ça, quoi. Faudrait ça aurait été une bonne loi aussi, ça, tu vois, de plafonner le. Personnellement, moi c'est ma réponse, tu peux faire voter n'importe quelle loi, c'est j'interdis les milliardaires. Ouais, c'est ça, tu plafonnes le seuil de richesse. C'est ça. Le seuil de richesse, le seuil d'héritage, ou t'annules même, Alors, je reprends une tout au fond. Allez. Le film qui t'a le plus fait pleurer. Il y en a un paquet, hein. Il y en a un paquet. Je pleure assez facilement. Tu pleures beaucoup devant les films. Devant les films, je pleure assez facilement, même si je déteste les films tire-larmes. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Si je sens que le film cherche à me faire pleurer, je vais dire non. Tu rentres pas dedans, ça me gonfle, ouais. Et notamment, c'est pour ça que je suis pas très client de certains Pixar, notamment. Je trouve un peu. Moi, j'allais dire, je pleure beaucoup devant les Pixar, ouais. Il y en a pas mal que je trouve un peu tire-larme. Je crois que celui où j'ai le plus pleuré, c'est Swiss Army Man. Qui est je sais pas si tu as vu Everything Everywhere All at Once. Ouais, il est super. Et c'est le film du duo de réalisateurs de juste avant. Ok. C'est avec Paul Dano. Je sais pas si on dit Paul Dano ou Paul Diano. Et Daniel Radcliffe, où Daniel Radcliffe joue un cadavre qui, quand il pète, fait hors bord. Voilà. Waouh. C'est en gros un cadavre qui est un couteau suisse humain. Ok. Swiss Army Man. Et c'est vraiment super beau. J'ai beaucoup pleuré devant ce film. J'ai beaucoup pleuré devant Marie et Max aussi, qui est un dessin animé en stop motion. Et en fait, j'ai mes films où je sais que je vais pleurer.
et où des fois je sens que j'ai besoin de pleurer, donc je me mets le film. Le truc cathartique. Donc ouais, j'ai ça, j'ai Wendy qui a une super adaptation de Peter Pan qui est sortie il y a pas longtemps. Non, Disney a décidé de massacrer sa sortie, donc très très peu de gens très peu de gens l'ont vu. Pas du tout au courant de ça. Et c'est assez fabuleux. Je recommande. Donc ouais, j'ai pas mal de films où j'ai beaucoup pleuré. Toi, ce serait lequel? Donc, t'as dit, les Pixar. Ouais, alors, moi, j'ai vachement pleuré aussi à la fin de Six Feet Under, le dernier épisode. J'ai jamais regardé Six Feet Under. J'ai bien lâché ma larme. Et après, je saurais pas dire quel film. Il y a vraiment un tout petit court-métrage de Pixar, mais qui dure genre... Le ratio temps pleure et... assez efficace du coup, qui doit durer, mais je sais pas, mais même pas 10 minutes, où c'est une histoire d'un chien qui est maltraité et d'un chat de gouttière, et à la fin ils deviennent amis. Je pleure. Ok. Voilà. Très bien. J'ai pleuré quand j'ai vu qu'ils étaient adoptés par le même humain. Ça m'a voilà. Et mon mec se moque un peu de moi parce que toutes les séries où il y a des trucs super deep, tu vois, The Last of Us, tu vois, pas une larme, alors que t'as des trucs un peu, il y a des épisodes super durs, plein de séries comme ça, tu vois, où lui, je sens qu'il est un peu, que ça le remue. Moi, je suis là. Mais alors, tu me mets des chiens en 3D qui couinent un peu, ou une histoire, ça y est, c'est genre, oh mon Dieu. C'est tellement beau. Ouais, c'est beau. Et est-ce que, pas à contrario, mais je pense à cette façon de dire la question, parce que moi j'en ai un en tête, un film où tu ne t'attendais pas à pleurer, ou t'as pleuré, un film ou une série où vraiment tu t'y attendais pas, et d'un coup, bim, il y a un truc qui est arrivé qui t'a fait... Là-haut, hein. Le film Là-haut, c'est la grosse larme, là, le début du film. Donc, le début, c'est le papy qui explique toute la vie, là. C'est sa vie avec... Ouais. Mais c'est vraiment les films d'animation qui me font pleurer. Ok. Ouais. Plus l'animation. Je crois que j'ai pleuré aussi devant... Je sais plus ce que c'est le titre, c'est une nana qui se transforme en panda rouge pendant son adolescence. Là. Il est trop Red bien. Alert. Ouais, Red Alert. J'ai pleuré aussi devant. Qui est un Pixar d'ailleurs aussi. Super film, j'ai adoré. Parce que je crois que j'ai pleuré quand toutes les femmes elles se transforment en panda là, la grand-mère et tout. Non, je ne crois pas au spoil, donc. Voilà. Mais ouais, moi je pense à cette façon de la question parce qu'il y a pas longtemps j'ai vu un film qui est peut-être aussi le film devant lequel j'ai le plus pleuré d'un coup, un film qui s'appelle Gagarine, c'est un film français, j'ai oublié le nom de la réalisatrice et du réalisateur, sur la cité Gagarine à Ivry ou à Évry, qui va être détruite, et sur un gamin en fait qui essaye de sauver sa cité. Et c'est probablement des meilleurs films que j'ai vus sur la banlieue. Et un des plus justes, et un vraiment qui ne verse pas dans les clichés qu'on peut parfois trouver. C'est bien ça déjà. C'est super touchant, et vraiment j'ai regardé tout le film en disant c'est un super film, et il y a une scène où qu'est-ce qui se passe, et où j'ai pleuré tout ce que j'avais, alors que j'étais pas particulièrement triste. Oui, t'étais pas du tout. Je m'y attendais pas du tout, et vraiment il y a une scène où je suis en mode bâtard, tu m'as fait ça. Mais ça, c'est encore pire. Enfin, pas pire, mais je trouve qu'il y a vraiment un truc où comme tu t'y attends pas, tu lâches tout, quoi. T'es là, c'est ça. Non. C'est vraiment, il prend par surprise, quoi. Ouais, c'est vraiment le truc. C'est terrible. Écoute, Roca, encore une fois, merci pour ton temps, ton accueil, tes réponses. Comme je t'ai dit, il y a une dernière question que je pose à tout le monde. Est-ce que tu pourrais me donner 2 personnes que tu aimerais entendre dans Aléatoire, une avec qui tu peux me mettre en contact, et une où ce serait le kiff? Alors, oui. Merci. Oui, voilà. C'est vrai qu'on m'a encore jamais répondu non à cette question, et je pense que je serais bien emmerdé le jour où ça m'arrive. Si j'avais su, j'aurais dit non pour t'embêter. Non. D'accord. Non, merci, au revoir. Alors attends, je vais commencer par... J'ai vraiment pas envie de faire subir ça à qui que ce soit. Ça serait le kiff. Ça peut être pas français. Ça peut être pas français.
John Waters, ça serait trop putain, cool. Ouais, ça serait mortel. Ça serait vraiment, vraiment cool. Mais il est pas un peu francophone d'ailleurs ? Je crois qu'il passe souvent en France parce que j'avais entendu il était passé sur France Culture, je crois, il y a pas très longtemps quand il a sorti son autobio là. Ah, mais donc John il y a Waters, un an ou deux. John Waters, ça serait très cool. Et que je connais, il y a pas mal de gens chouettes. Comment choisir ? Tu peux en donner plusieurs. J'ai envie de choisir toutes les copines illustratrices, quoi, tu vois. Camille Bertagna, elle est super. J'aimerais bien écouter ses réponses. Anna, j'aimerais bien qu'elle vienne aussi. Elle adore être interviewée en plus. Ah. C'est ironique ou c'est... Oui, tu sais, nous les gens du dessin, c'est vrai. moi on parle... Encore là, ça va, c'est pas filmé. Oui. Là, tu me mets un truc où je sais que je suis filmée, c'est infernal. Déjà, là, j'ai aucune mémoire instantanément. C'est un peu pour ça que je ne filme pas. C'est assez terrible. J'aimerais être à l'aise. Mais dans l'échange, comme ça va, tu vois. Et sinon j'ai l'agent d'Anna, qui est une copine qui est super intéressante, qui s'appelle Camille. Ok. Bah écoute. Voilà. Ça fait 3 personnes. Je pense à un parcours chouette. C'est très bien. Et alors pour le coup, c'est ma vraie dernière question. Où est-ce qu'on peut te retrouver et suivre ton travail ? Écoute, on peut me retrouver sur les réseaux. Sur mon Instagram, Roca Balboa. Il suffit de taper Roca Balboa, en fait, dans votre moteur de recherche de prédilection. Sinon, j'ai mon site, rocabalboa.com, où on peut voir tous mes projets d'illustration, de livres, de collaboration avec des marques. Donc, j'ai Instagram. Facebook, je suis pas très active dessus, mais il a le mérite d'exister. Et voilà. Pas de Twitter ? Pas de Twitter, et puis je sais pas quand il sort il sort bientôt le podcast je pense qu'il sort d'ici 10 jours, une dizaine de jours. D'ici 10 jours, parce que je serai en dédicace en mai. Ah bah oui, l'épisode sera sorti alors. Je serai pour nos amis et nos auditeurs parisiens, je prends ma voix radiophonique. Ouais, je serai en dédicace avec Marie Gosset, l'autrice de Tête Blanche. Très bien. Le 13 mai à l'Humeur Vagabonde. Le 27 mai au Merle Moqueur dans le 20e. Et également le 10 mai à la librairie Nouvelle et Compagnie. Et ça, c'est à Bois-Colombes. D'accord. Je ne sais pas si j'ai beaucoup de bois-colomboisiens dans mes auditeurs et auditrices, mais en tout cas, j'ai des Parisiens et des Parisiennes. Magnifique. Donc, il y en a peut-être qui habitent à Bois-Colombes et qui n'osent pas le dire. Peut-être. Ou ouais. Eh bien écoute, encore une fois, merci beaucoup. Mais je t'en prie. Et puis quant à vous, chers auditeurs et auditrices, vous pouvez toujours retrouver Aléatoire sur Instagram avec @aléatoire_s et sur Twitter qui a juste le mérite d'exister vu que je n'y publie absolument rien. Et n'hésitez pas, si l'épisode vous a plu, à le liker, le partager, mettre 5 étoiles. Et décidément, je n'aime toujours pas faire cette promotion. Au prochain épisode. Merci d'avoir écouté Aléatoire. J'espère que cet épisode vous aura au choix ému, fait rire, appris des choses ou les 3 en même temps. Si vous voulez soutenir le podcast, vous pouvez en parler autour de vous, le partager sur vos réseaux ou encore lui donner 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix. À très vite pour une nouvelle rencontre et laissez-vous surprendre.